Vie, prospérité, santé. Dans l'épisode 4, rappelez-vous, nous avons parlé de translittération, ou comment transposer les hiéroglyphes dans notre alphabet à nous. Je dis notre alphabet, mais nous avons constaté qu'on avait besoin de quelques caractères spéciaux pour transcrire certains unilitaires. Ces symboles risquent de poser problème si l'on veut transcrire un texte avec un clavier d'ordinateur. Dans cette vidéo, nous allons voir comment régler ce problème et utiliser un éditeur, un genre de traitement de texte pour hiéroglyphes. Mais avant ça, nous allons nous demander quel est cet étrange code qui accompagne souvent les études de texte hiéroglyphiques et dont nous n'avons pas encore parlé, et découvrir qu'on cherchait déjà à classer et répertorier les hiéroglyphes bien avant de vouloir les écrire avec un ordinateur. En effet, l'idée de classer les symboles hiéroglyphiques selon un ordre précis afin de les référencer ne date pas d'hier. Des études très parcellaires semblent montrer que dès l'Antiquité, les scribes classaient les symboles dans le cadre de leur apprentissage, mais nous n'en savons pas assez que pour pouvoir comprendre le fonctionnement de ce classement. Ce qu'on sait en revanche, c'est que Champollion proposa un premier classement dans son ouvrage Principes généraux de l'écriture sacrée égyptienne, publié en 1836, où il divise les symboles en 14 catégories qui désignent chacune par une lettre. En 1927, ce principe est repris par un égyptologue anglais nommé Alan Gardiner qui publie sa Grammaire du moyen égyptien, un ouvrage qui fait encore aujourd'hui référence. Dans ce livre, Gardiner propose la classification qui porte aujourd'hui son nom, classification en 26 catégories qui deviendra rapidement incontournable. Les symboles sont classés selon leur apparence en plusieurs catégories, comme hommes, femmes, divinités, mammifères, oiseaux, végétaux, bâtiments, mobilier, etc. Chaque catégorie reçoit une lettre, et les symboles reçoivent un numéro en fonction de leur ordre d'apparition dans la série. Par exemple, l'homme assis est le premier symbole de la catégorie homme, et se voit donc associer le code A1. L'unilitaire M est un oiseau, on le trouve donc dans la catégorie G où il a le numéro 17. L'intérêt majeur de ce système est qu'il va permettre de créer un protocole de codage afin de traiter de manière informatique des textes hiéroglyphiques. Et c'est dans les années 1980 qu'est créé le manuel de codage des textes hiéroglyphiques qui devient le protocole standard de codage utilisé par l'égyptologie moderne. Alors concrètement, comment ça marche? Le plus simple est encore de prendre un exemple et d'utiliser un éditeur de hiéroglyphes. On en trouve plusieurs en ligne, du plus simpliste au plus complet. Personnellement, j'utilise celui du projet Rosette. D'ailleurs, je vous conseille vivement d'aller jeter un œil sur leur site car ils proposent bien plus qu'un éditeur. Il s'agit d'une communauté entière de passionnés qui propose des traductions de grande qualité de centaines d'inscriptions, ainsi qu'un dictionnaire entièrement fonctionnel, et donc d'un éditeur ultra complet et intuitif, et le tout en français. Franchement, c'est un incontournable. Utilisons donc leur éditeur. Disons que j'aimerais y écrire ceci. Il s'agit du prénom Amenhotep qu'on retrouve dans la titulature de beaucoup de pharaons. La première étape est de remplacer chaque caractère par son code de la liste de Gardiner. Vous trouverez facilement cette liste en ligne. Pour ma part, j'utilise l'article Liste totale des hiéroglyphes sur Wikipédia. Je mets tous les liens en description. Une fois que c'est fait, on peut entrer les codes Gardiner dans l'éditeur. En réalité, il est possible et beaucoup plus pratique d'entrer directement les unilitaires dans l'éditeur, au lieu des codes Gardiner. Par exemple, vous voulez l'unilitaire M, pas besoin de savoir que son code est G17. Vous pouvez directement entrer M dans l'éditeur et obtenir le même résultat. Et c'est la même chose pour les plurilitaires. Vous voulez le scarabée Keper, eh bien vous pouvez entrer soit le code L1, soit directement les unilitaires XPR. Par contre, veillez bien à utiliser les bons symboles pour les unilitaires. Par exemple, Keper nécessite le H numéro 3, qui se code par la lettre X. Je vous renvoie à mon épisode 2 où je donne le symbole correct pour chaque unilitaire. Bon, revenons à notre Amenhotep. Je rentre donc chaque symbole séparément dans l'éditeur en les séparant par des tirets. En théorie, ça marche aussi si on les sépare par des espaces, mais la convention est d'utiliser des tirets, donc prenons les bonnes habitudes. Donc allons-y. D'abord un iode, puis le bilitaire men, puis le complément phonétique n, puis etep, et puis les compléments t et p. Voyons ce que ça donne. Ouais, pas grand chose. Déjà, le iode ne s'est pas affiché, parce qu'il ne se code presque jamais avec un j, mais toujours avec un i. Voilà qui est mieux. Ensuite, je n'ai pas utilisé le bon h pour etep. J'ai écrit un H1 alors qu'il faut un H2, qu'on écrit avec un H majuscule. Maintenant, tous nos hiéroglyphes s'affichent convenablement, mais ils ne sont pas du tout en quadra, ça ne ressemble à rien. Déjà, men et n doivent être superposés et pas côte à côte. Pour ça, il faut utiliser un autre symbole que le tiret, les 2 points. 2 points entre deux symboles signifie écris-les l'un au-dessus de l'autre. On a le même cas de figure pour etep, donc ajoutons aussi des tirets. Ouais, ça ne marche pas non plus.
Il a superposé les 3 symboles et c'est pas ce qu'on veut. Pour solutionner ça, on va placer un astérisque entre T et P. Ça veut dire, ces 2 symboles sont liés, place-les côte à côte. Par contre, ils doivent être en dessous de ETEP, donc il faut bien 2 points entre ETEP et le groupe T et P. Et on obtient enfin le résultat recherché. Avec cet exemple, vous avez appris les principales ficelles pour utiliser un éditeur de hiéroglyphes, mais il y en a plein d'autres. Vous voulez mettre votre prénom dans un cartouche? Il faut l'encadrer avec des chevrons. Vous pouvez aussi écrire de droite à gauche, verticalement, hachurer les symboles, changer leur taille, leur orientation ou leur couleur. Je vous laisse découvrir tout ça par vous-même, par exemple sur la page dédiée au manuel de codage du projet Rosette. Amusez-vous. Pour finir, je vous rappelle qu'on peut aussi entrer dans l'éditeur les codes de la liste de Gardiner et on obtient le même résultat. C'est moins lisible, mais c'est souvent sous cette forme que vous trouverez la version informatique d'une inscription, que ce soit sur le projet Rosette ou sur Wikipédia. Donc gardez ça en tête. Il ne me reste plus qu'à vous conseiller d'essayer par vous-même, car c'est la meilleure façon d'intégrer les concepts du codage informatique des hiéroglyphes. Je vais donc conclure cet épisode ici en m'excusant du temps qui s'est écoulé depuis le dernier. En effet, j'ai été fort occupé ces derniers mois et je n'ai pas pu consacrer autant de temps que j'aurais voulu à la chaîne. Mais les épisodes de la série vont reprendre, ainsi que d'autres épisodes un peu différents. J'en profite également pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. En effet, on vient de dépasser les 1500 et ça, je le dois en grande partie aux vidéastes de la chaîne Trash qui ont recommandé ma chaîne dans leurs vidéos sur l'Égypte. Donc merci beaucoup à eux et à vous qui nous rejoignez ici. Sur ce, il me reste à vous communiquer le thème du prochain épisode, dans lequel on quittera les ordinateurs du monde moderne pour retourner dans les vieilles pierres des tombes, car nous parlerons des formules d'offrande qu'on retrouve systématiquement dans les tombeaux égyptiens. On se retrouve très vite pour la suite, à bientôt.